L'invité de Colo Matin. Chers auditeurs, voilà nos invités dans ce studio. Aïssata Sidibé, la représentante de l'ONG Global, Compagne Global Média. Gilles Tamba, monsieur, je vais ajouter cela, monsieur Gilles Tambada Kamano, jeune activiste conseiller d'administration ONG Fraternité des enfants. Et enfin, Souri Kouyaté, responsable jeunesse de l'ONG, cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des enfants et des femmes. Alors, l'invité de Colo Matin. L'invité de Colo Matin. Vos idées, votre expérience au service de tous. 8h13 dans ce studio de Radio Guinée. Nous avons pour inviter l'ONG Campagne Globale Média pour l'élimination, n'est-ce pas, de l'excision en Guinée, représentée dans ce studio par notre camarade et collègue Aïssata Sidibé et sa suite, je vais bien nommer M. Jules Tamba et Souri et Kouyaté. Madame Aïssata Sidibé, alors dites-nous, depuis quand vous êtes en place en Guinée? C'est une ONG aussi anglaise et qui nous a contactés et réuni les journalistes pour que partout où nous sommes, en Guinée, qu'on participe à la lutte contre l'excision. Donc cette ONG, nous existons, ça fait bientôt 2 mois. Et partout, nous passons dans les médias pour passer l'information et nous passons par ces spécialistes, parce que je vais dire comme ça, quand vous prenez M. Souri, il représente une grande ONG, pour ne pas dire la première ONG en Guinée, qui œuvre dans le cadre de l'élimination de l'excision en Guinée. Il y a même son président qui a eu un prix international dans le cadre de cette lutte, à cause de tout ce qu'il a fait en Guinée et ailleurs dans le monde pour éliminer l'excision. C'est à cause de ça, déjà, nous journalistes, nous sommes réunis, et comme je suis de la RTG, en même temps du KDC TV, nous nous sommes réunis pour qu'on n'ait pas passé dans les émissions pour faire passer l'information par rapport à l'excision en Guinée. Aujourd'hui, nous souhaitons que la jeunesse aussi s'implique. Les jeunes, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui il y a un jeune parmi nous, un activiste jeune qui est parmi nous, et lui aussi il s'occupe du bureau de la jeunesse de son ONG, qui nous disent comment les jeunes peuvent s'inviter dans la danse. Parce que c'est quelque chose qui concerne les jeunes. Les mutilations génitales, c'est vrai qu'il y a dans certaines régions, on mutile les femmes âgées. Mais c'est beaucoup plus les petites filles de 10 ans, de 8 ans, de 12 ans, de 15 ans qui sont toujours mutilées pour des fins traditionnelles. Parce que ça n'a pas d'avantage pour la santé de la femme. On ne peut pas dire que quand tu mutiles ces idées qui disent, parce que j'ai écouté le micro-trottoir de notre collègue, il y en a qui disent c'est pour diminuer l'appétit sexuel de la femme. Il n'en est pas. Sinon, les prostituées en Guinée ici, beaucoup seraient, je ne sais pas. En tout cas, parmi les prostituées, il y a beaucoup plus de... La plupart sont excisées. En tout cas, la plupart de ces filles en Guinée sont excisées. Et parmi ces prostituées, il y en a beaucoup. Donc, ce n'est nullement vrai de dire que quand tu excises ton enfant, ça va réduire son appétit sexuel. Ça, c'est l'éducation. Ça dépend de l'éducation que tu vas donner à ton enfant à la maison. D'accord. C'est comme ça. Alors, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette vieille pratique? Pourquoi pas le mariage précoce? Pourquoi pas le viol? Parce que ce sont des choses aussi qui affectent la santé de l'enfant et de la femme. Et qui gangrènent d'ailleurs notre société. C'est vrai que nous avons mis peut-être un accent particulier sur l'excision, parce que le taux est vraiment énorme. Mais notre lutte, c'est également, on dit, c'est éliminer les MGF. Les MGF, voilà. Donc, ce n'est pas seulement excision. Nous continuons, la lutte continue. Nous nous focalisons aujourd'hui sur l'excision parce que c'est ce qui est visé comme premier objectif. Mais les autres intègrent. Nous allons intégrer les autres au fur et à mesure.
D'accord. Donc, Alors, Monsieur Gilles Tambada Kamano, vous êtes jeune activiste, conseiller d'administration ONG Fraternité des enfants. Quelle est votre position sur les questions liées à l'enfance, à l'excision? D'abord, bien avant de répondre à votre question, je me ferai d'abord le plaisir de vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui sur le plateau de la radio nationale. Mais aussi, il faudrait d'abord définir d'abord le mot excision. Parce que nous avons aujourd'hui la plupart de nos auditeurs, nos auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent en direct, qui entendent le mot excision dans la rue, à la télévision, à la radio, mais qui ne savent pas réellement quelle est la définition au mot de l'excision. Donc, en donnant cette définition, je vais me fier d'abord à l'article 258 du Code pénal de 2016 de notre pays, mais aussi à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit l'excision comme étant toute pratique qui entraîne une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, et aussi de toute autre liaison à des fins non médicales. Donc, étant ainsi, suite à cette définition, nous, notre ONG mène plusieurs des activités dans le cadre de la lutte contre l'excision. Parce que nous savons que l'excision aujourd'hui est une pratique qui est condamnée aujourd'hui par nos juridictions compétentes, et nous avons aujourd'hui des articles aujourd'hui en Guinée qui condamnent aujourd'hui ce fléau. C'est pourquoi nous, notre ONG s'est lancé dans cette danse pour mettre fin à ce fléau. Donc, voilà les activités que nous faisons à tout moment pour mettre fin à ce fléau, mais avec la présence aussi de nos religieux. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où est majoritairement musulman, et nous savons que nos imams sont écoutés. Donc, avec l'accompagnement de nos imams dans ces différentes communautés, mais aussi de nos chefs de quartier qui sont aussi écoutés dans la communauté, avec eux, nous essayons de véhiculer ce message de sensibilisation. Mais nous ne le mettons pas aussi uniquement dans la communauté. Nous passons aussi dans des établissements scolaires de la capitale pour passer ce message, mais aussi de parler des conséquences. Parce que personne ne peut parler d'excision sans parler de conséquences. Et est-ce qu'une fois vous êtes parti vers les parents pour comprendre réellement qu'est-ce qui les pousse à faire exciser leurs enfants? Oui, nous partons souvent vers les parents, et parfois même nous sommes persécutés parce que, comme je vous ai dit, nous sommes dans un pays majoritairement musulman, et on se dit que l'excision c'est une chose qui est autorisée par le Coran. Certains, c'est avec cette mentalité qui prennent pour se défendre. Et d'autres parents disent je vais exciser ma fille juste pour qu'elle ait des bonnes pratiques, parce que lorsque la femme est excisée, il y a de ces pratiques qu'on apprend. Comment se comporter dans la société. Donc, dans le foyer. Donc, ils se disent, si j'envoie ma fille là-bas, elle saura bien se comporter dans la société, ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, si nous prenons le long de nos rues, nous voyons nos jeunes filles qui sont habillées d'une manière extravagante. Il y a de ces parents qui ont aujourd'hui peur. C'est pourquoi ils amènent leurs filles à être excisées, selon les différentes analyses que nous faisons. Parce que à chaque fois que nous partons dans la communauté pour sensibiliser, nous cherchons à savoir pour la question pourquoi vous excisez vos filles. Parce que c'est aussi l'une des questions les plus importantes. Ce n'est pas seulement d'aller sensibiliser les gens, mais savoir aussi pourquoi vous le faites. C'est à travers cela maintenant, nous passons nos messages de sensibilisation. D'accord. À travers vos sensibilisations, pardon Cathy, à travers ces différentes sensibilisations que vous effectuez sur le terrain, est-ce que vous avez eu des résultats positifs en ce sens-là? Oui, il y a des résultats positifs parce que je vous ai dit, dès qu'on part dans une communauté, on voit des religieux, on voit le chef de quartier. Déjà, ce sont des personnes qui sont écoutées dans nos communautés. Donc, il faut que ces personnes rentrent dans la danse. Du fait que ces personnes rentrent dans la danse avec nous aujourd'hui, pour passer ou véhiculer ce message afin de lutter contre l'excision, ça a déjà un impact positif. Et autour de ces parents qui sont sensibilisés, à leur tour aussi, ils essaient de remonter des informations autour de l'excision, mais aussi de ses conséquences à travers leurs proches.
Donc même si ceux qui n'étaient pas là lors de cette campagne de sensibilisation, à leur tour, ils passent aussi le message, ce même message de sensibilisation dans d'autres communautés, ainsi de suite, et que le message tombe aussi dans de beaux soirées. Voilà, Monsieur Gilles Tambada, vous avez parlé tout à l'heure qu'au long des routes de Conakry, surtout les soirs, les rues sont abondées par des jolies demoiselles. Et il se trouve que la plupart de ces demoiselles sont passées par l'excision. Oui. Mais pourquoi elles se retrouvent là? Et vous, en tant que membre actif de cette ONG, et voilà, dites-nous qu'est-ce qu'il faut pour que ces jeunes, n'est-ce pas, s'impliquent dans cette lutte contre l'excision? Il faudrait que la communication, c'est-à-dire les informations continuent à véhiculer autour des MGF, mais aussi dans les programmes scolaires, nous avons un programme qui est à l'école aujourd'hui, qui parle aujourd'hui du bien-être de l'enfant, du bien-être de l'homme, qui est le cours d'instruction physique et morale. Et aujourd'hui, il y a cette matière à abandonner à l'école. Et c'est là qu'on pouvait parler d'MGF, de ses conséquences. Mais aujourd'hui, très nombre d'élèves participent à ces cours au collège. Et voire même certains professeurs négligent cette matière. Et pourtant, c'est une matière qui est très importante. Et on le fait 1 heure dans la semaine. Donc c'est très peu pour pouvoir éduquer les enfants à l'école, que ce soit à la maison, autour de MGF. Donc il faudrait que non seulement faire une mobilisation autour de MGF, faire des communications, mais aussi se rapprocher au niveau auprès des leaders religieux, mais aussi coutumiers, pour mettre fin à cette pratique. Alors, l'émission se poursuit. Monsieur Kouyaté, voilà, bonjour et merci d'être dans l'émission. Voilà, Monsieur Kouyaté, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez des résultats quand vous agissez, n'est-ce pas, dans les différents points en Guinée, à Conakry ou je ne sais pas où? Est-ce que vous savez qu'il y a du changement? Voilà, dites-nous. Mentalité, un changement de mentalité. Oui, là, les résultats sur place, quoi. Est-ce que la population réagit positivement, négativement? Et si vous pouvez nous donner un pourcentage depuis que vous êtes en action. Merci beaucoup. Je suis très heureux. Approchez-vous un peu du micro. Je suis très heureux d'être dans cette émission. Oui. Et à ma qualité de responsable de programme de l'ONG CPTAF, je vais vous donner quelques idées. D'abord, moi je ne suis pas venu pour parler que de l'excision. C'est l'erreur là que les gens font, que tout le monde fait. Il faut parler plutôt des mutilations génitales féminines. L'excision n'est qu'une forme de mutilation. Ouais. Donc, ce n'est pas tout à fait normal de parler que de l'excision. Parce qu'il y a aussi d'autres formes de mutilation qui ne sont pas l'excision. Quelles sont ces formes, monsieur? Il y a l'infibulation, par exemple. Il y a la clitoridectomie, ainsi de suite. Je ne suis pas médecin, excusez-moi. Mais l'excision n'est qu'une forme. Et tout ça intervient au cours de l'excision, oui, c'est cela? Oui. Okay. Donc, d'abord, c'était cette mise au point qu'on appelle CPTAF, qui veut dire cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Donc, vous verrez bien que nous, on ne parle même pas que des mutilations génitales féminines, mais on parle des pratiques traditionnelles néfastes. Alors, nous avons réalisé beaucoup de progrès en Guinée. Beaucoup de progrès. Le premier progrès, c'est notre présence dans cette salle aujourd'hui. On ne parlait pas des mutilations génitales féminines en Guinée. C'est un tabou. Donc, notre premier travail a été de faire en sorte que tout le monde parle de ces pratiques-là. Aujourd'hui, c'est le premier résultat. Tout le monde parle. Il y a des femmes qui parlent. Il y a des religieux qui en parlent. On parle dans les radios, à la télévision. Le président de la République parle de ça. La première dame parle de ça. C'est le premier succès. Le deuxième succès, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Ça, c'est la journée du 6 février. Cette journée, c'est en Guinée. Elle vient de la Guinée. Précisément de la préfecture de Kouroussa. On a fait le premier dépôt des couteaux de l'excision, des mutilations génitales féminines à Kouroussa. En 1999 à Kouroussa. Et c'était la première dans toute C'était la première fois dans le monde. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle la déclaration publique. Ça veut dire que c'est la région qui pratique plus cette pratique? Oui, ce n'est pas parce que c'est la religion qui pratique plus, mais
on a constaté que c'était dans cette région Que le message était accessible. que le message était accessible. Il fallait se baser sur cette région pour partir de là-bas. Alors, on a invité presque le monde entier pour venir assister à cette déclaration publique que nous on appelait le dépôt officiel des couteaux de mutilation génitale féminine. Et c'est cette date-là, aujourd'hui, que l'humanité célèbre comme la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ça aussi, c'est un progrès pour nous. Ouais. Et alors, parlant toujours des progrès que nous avons réalisés, ce n'est pas seulement qu'à Kouroussa qu'on a réalisé cette déclaration publique, mais aussi à Kérouané, à Mangiana, à Dalaba, à Mamou, à Labé, ainsi de suite, et certaines communes de Conakry. Et le comité interafricain, en l'an 2000, a créé le réseau des jeunes africains pour la lutte contre les mutilations génitales féminines, le réseau des professionnels de la santé, le réseau des parlementaires au sein de l'Afrique. Parce que n'oubliez pas, le comité interafricain est représenté dans 29 pays africains. Ça aussi, c'est un succès pour nous. Les résultats, aujourd'hui, je vais donner un autre résultat que nous avons réalisé sur le terrain, qui est très important, qui est mesurable, qui est visible devant tout le monde. Le secrétaire général d'alors de CEPETAF, qui est aujourd'hui directeur exécutif du comité interafricain, la cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, c'est-à-dire CEPETAF, à sa création, avait pour secrétaire général le docteur Maurice Sanda Kouyaté, qui aujourd'hui se retrouve à la tête de cette organisation internationale qu'on appelle Comité interafricain, Oui, et qui vient récemment de bénéficier d'un prix international, le prix Nelson Mandela. Ça aussi, c'est un succès pour nous. Ce sont des résultats que nous avons enregistrés sur le terrain. C'est parce que on a constaté. Et je n'aime pas souvent parler du taux de prévalence. Parce que le taux de prévalence qu'on utilise aujourd'hui, 97%, ça vient de certaines études. Mais je vous dirais qu'avec l'effort de tout le monde, de tous les intervenants dans le domaine, si on fait une enquête sérieuse sur le terrain aujourd'hui, on ne serait pas à 97%. D'accord. Plus, Aujourd'hui, Oui, peut-être qu'on constatera que C'est les moins. gens- que c'est moins. Ah, d'accord. maintenant, aujourd'hui, Ouais. est-ce que CEPETAF travaille avec les jeunes? Est-ce que vous travaillez régulièrement avec les jeunes? Si oui, comment vous faites pour impliquer les jeunes dans la lutte avec vous? Très bien. CEPETAF travaille très bien avec les jeunes. Nous formons les jeunes parce qu'il faut les former. Oui. Il faut former les jeunes. Il faut les outiller. Donc, j'appelle cette formation l'outillage. Quand les jeunes sont informés, ils sont bien formés, on les envoie sur le terrain pour sensibiliser. Mais souvent, il faut adopter des techniques de communication, de sensibilisation. On ne se lève pas comme ça pour sensibiliser. Il faut savoir faire le ciblage. Quand un jeune va vers un jeune, c'est plus facile qu'il se fasse comprendre. N'est-ce pas? Et ce qu'on appelle l'éducation des pairs. Nous utilisons des jeunes, nous les formons. Ils vont vers leurs pairs pour les sensibiliser. Et enfin, ils font ce qu'on appelle les causeries de groupe entre eux. Ils discutent sur le sujet et ils deviennent des relais communautaires. Ils vont dans leur famille pour sensibiliser leurs pères, leurs mères, leurs sœurs. Et ensuite, ils rentrent dans leur communauté. Mais, avant d'envoyer les jeunes sur le terrain, il faut aller dans la communauté, rencontrer les leaders de la communauté. Et commencer à parler de mutilation génitale féminine, c'est sensible et ce n'est pas tout à fait accepté dans nos communautés, surtout quand c'est un jeune qui parle. Mais il faut d'abord avoir l'approbation du leader de la communauté. Quand lui, il coopère avec vous, il donne l'information, la communauté devient accessible. Il vous met en contact avec le président, le leader des jeunes. Lui aussi vous met en contact avec la présidente des femmes, ainsi de suite. Donc c'est cette approche-là que nous utilisons pour impliquer les jeunes dans la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. Encore une fois, excusez-moi, j'entends tout le monde dire la lutte contre les mutilations génitales féminines. On a analysé, on a dit qu'il ne faut plus parler de lutte contre les mutilations génitales féminines, mais plutôt la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. Okay. Parce que c'est une communauté, des communautés
qui pratiquent l'excision, les mutilations génitales féminines. Quand vous venez, vous dites, nous luttons contre cette pratique, c'est comme si vous luttez contre ces communautés-là. Oui. Bien. D'accord. Maintenant, selon vous, comment amener les autres jeunes, parce que ce n'est pas tous les jeunes que vous pourrez peut-être réunir pour faire les formations ou autres, parce qu'on ne peut pas toujours les réunir, mais selon vous, comment d'autres jeunes qui ne bénéficient pas de cette formation pourraient s'impliquer vraiment dans la promotion de l'abandon de l'excision ou des mutilations génitales féminines? Très bien. C'est une très bonne question. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Oui. C'est ce qui appelle les autres jeunes qui vont nous entendre, qui vont nous écouter, qui vont nous regarder à la télévision. Et il y a un outil, un grand outil qui est très efficace aujourd'hui dans la sensibilisation, c'est l'INTIC, les nouvelles technologies d'information et de communication, l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un outil efficace pour inviter tous les autres jeunes qui n'ont pas participé à ces séances de formation-là à s'impliquer activement dans la lutte pour l'éradication des mutilations génitales féminines. D'accord. Monsieur Kouyaté, voilà, vous l'avez dit, la Guinée est le deuxième pays le plus affecté par cette pratique, mais aussi le premier pays dans le monde, voilà, à avoir déposé le couteau de l'excision, d'où d'ailleurs cette journée internationale dédiée, n'est-ce pas, à la lutte contre cette pratique. Et il se trouve que fort malheureusement, notre pays est à 97% de sa population touchée par cette pratique. Selon vos données, bien sûr. Alors, selon vous, concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Très bien. C'est le poids de la tradition et de la religion. Il n'y a pas un autre souci. Nous sommes heureux d'être le premier pays à commencer la lutte, mais nous sommes aussi malheureux. Nous déplorons d'être l'avant-dernier pays dans le monde, après la Somalie. C'est vraiment paradoxal. C'est déplorable. Ouais. Mais je crois, pourtant, il y a une loi qui existe. Mais avant d'en arriver là, nous savons tous que l'excision, les mutilations génitales féminines, je m'excuse encore une fois, est une pratique ancestrale, profondément ancrée. Dans nos mœurs. Donc, pour l'éradiquer, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Les mutilations génitales féminines sont les normes sociales. Leur éradication doit être aussi une autre norme sociale. Ouais. C'est ça le problème. Et il y a aussi le poids de la tradition. Mais ce que les gens ne comprennent pas et qu'il faut leur dire, c'est que les mutilations génitales féminines sont pré-islamiques. Les gens le pratiquaient avant l'islam. Ce n'est pas un argument. L'islam, ce n'est pas la même chose. Les mutilations génitales féminines ont existé avant l'islam. Donc, ce n'est pas un argument valable. Alors, ce qui fait que ça persiste. Ici, il y a même des imams qui prêchent pour faire la promotion de la pratique des mutilations génitales féminines. Ça, c'est un. Mais il y a eu aussi une chose que je déplore toujours. C'est à travers vos micros que nous venons sensibiliser parfois. Et c'est à travers les mêmes micros que ces leaders disent le contraire de ce que nous disons. Ça aussi, il faut déplorer. C'est un problème. Tous ces aspects-là, et le faire semblant. Il y a aujourd'hui des gens qui ont compris que les mutilations génitales féminines ne sont pas une bonne pratique. Mais personne ne veut que ça commence par sa fille. Oui, c'est ça. Pour éviter qu'elle soit stigmatisée. Alors donc, la prise de décision doit être commune. La famille A ne peut pas abandonner et que la famille B continue. Il faut que tout le monde abandonne ensemble. Mais d'accord, ce n'est pas obligatoire que tout le monde abandonne en même temps. Les premiers qui vont abandonner serviront de leçon aux autres. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui font semblant de mutiler leurs filles. Ça, la médicalisation. On dit, bon, nous, on ne fait pas la pratique traditionnelle. On va les envoyer à l'hôpital, juste faire semblant, comme si on a... Mais c'est très grave. Ouais. Parce que vous avez envoyé votre fille à l'hôpital. On a fait semblant. Ça veut dire qu'on ne l'a pas coupée. Mais aux yeux des autres, autour de vous, on dira, oui, elle a été mutilée. Ouais. Alors elle, si elle n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital, elle va voir la vieille sorcière du quartier, on va la mutiler, comme l'autre. Elle ne sait pas que votre fille, c'est le semblant que vous avez fait. Donc ça aussi, c'est un autre phénomène qui fait que ça perdure. C'est contribuer à faire la promotion de l'excision. Je vais dire alors, en termes clairs, que faire semblant de mutiler, c'est faire la promotion de la pratique de mutilation. Tout à fait.
est-ce qu'il vous arrive de partir vers un religieux, lui de poser la question, par exemple, de savoir est-ce que l'excision est écrite quelque part dans le Saint-Coran? Très bien, c'est une très bonne question. Nous avons, par expérience, je vous ai dit tout à l'heure que ces pétaphes existent depuis 1984. Donc, toutes les questions que vous allez poser, vous verrez que nous avons expérimenté beaucoup de choses. Il fut une année où ces pétaphes a réuni presque tous les imams de la Guinée pour aller en Éthiopie, pour aller faire des fouilles, pour aller fouiller dans les livres saints, voir où étaient mentionnées de mutiler les jeunes filles. Ils ont compris par eux-mêmes que ça n'existait pas dans les livres saints. Ils sont revenus en Guinée. Et aujourd'hui, l'estimable secrétaire général de la Ligue islamique, aux affaires religieuses plutôt, oui. Ali Jamal, que je respecte bien, il est beaucoup engagé dans cette lutte. Il a autour de lui des imams. Il y a l'existence de la fatwa aujourd'hui en Guinée. La fatwa, c'est un collectif des religieux qui disent qu'il ne faut pas exciser, que ça n'existe pas dans le Coran. Mais il y a toujours la réticence. Vous savez, je vous ai dit, c'est pas facile. Le changement de comportement est un processus, c'est pas du tout facile. Oui. Sinon, il y a des religieux aujourd'hui qui luttent contre ça. Mais il y en a aussi qui font semblant de lutter contre ça. Il y a même parmi les organisations de la société civile qui sont également dans cette lutte, mais vous allez peut-être chez eux, vous trouverez que parmi elles, il y en a qui continuent à exciser leurs filles. Mais c'est ce qui est grave, parce que vous ne pouvez pas passer devant les gens pour moi, j'en ai vu beaucoup, malgré qu'elles sont impliquées, mais la pratique continue chez eux. C'est le faire elles semblant. Savent que dans le village, là-bas, il y a leur tante, il y a telle personne qui continue à faire, mais elles ne dénoncent pas. C'est le faire nous, semblant. On a vu beaucoup de cas en tant que journalistes sur le terrain, nous voyons la même chose. C'est vrai que nous dénonçons, mais en tant qu'activistes, ça devrait être leur rôle. Très bien, oui, il y a Ils aussi... font semblant, il y en a qui font semblant juste peut-être à cause des budgets qui vont tomber par la cause de la route. Oui, mais il y a un problème. Nous avons essayé quelque chose en Guinée, tout le monde a essayé de le faire, mais ça ne marche pas souvent. C'est la reconversion des ex-exciseuses. Yes. Vous savez, on vient dans une communauté avec nos outils, c'est-à-dire le message, on véhicule le message. On sensibilise. Tout le monde comprend les conséquences des mutilations génitales féminines. On dit, bon, est-ce que vous avez compris le message? Oui, nous avons compris. Nous avons compris que ce n'est pas une bonne pratique. Nous nous débarrassons de cette pratique à partir de maintenant. Alors, ces femmes qui passaient à l'acte, c'est-à-dire les exciseuses, on peut les appeler comme ça, les exciseuses, alors elles, c'est leur travail. On les prenait, on dit, bon, on va vous mettre ensemble, vous faites une coopérative. Soit vous faites la culture maraîchère, la saponification, la teinture. Nous, on a même fait des boutiques villageoises pour certaines exciseuses. Mais après, on s'est rendu compte que les exciseuses ont considéré ça comme une condition de l'abandon. Okay. Si vous ne nous donnez pas de l'argent, nous allons continuer. Pourtant, elles doivent comprendre. Il faut arrêter ça. Il faut qu'elles comprennent que c'est une mauvaise pratique. Une ONG qui vient faire la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines n'est pas un parti politique. C'est les partis politiques qui donnent de l'argent pour qu'on adhère à leur parti. Nous, on vous dit que cette pratique, c'est une mauvaise pratique. Ne faites pas. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut signaler. C'est les partenaires techniques et financiers. Quand on parle de l'USAID, on parle de l'UNICEF, de l'UNFPA, ils nous accompagnent beaucoup. Ils donnent beaucoup d'argent. Mais il faut qu'ils disparaissent sur le terrain, dans la communauté. Dès qu'on les voit, on voit l'Occident. On dit, ah, c'est les Blancs qui sont venus nous imposer ça. Ils viennent avec leurs 4x4, avec leurs costumes. Dès qu'on voit ça, on dit, ah, c'est les Blancs qui viennent nous imposer ça chez nous. Nous, nos mamans étaient comme ça, nos mamans sont nés comme ça, on a toujours fait cette pratique, c'est les Blancs qui viennent nous imposer. Il faut qu'ils disparaissent sur le terrain. Que si nous devons identifier des jeunes, des agents, que ce soit jeunes, femmes, hommes, si nous devons identifier des personnes sur le terrain pour sensibiliser, il faudrait que ces personnes soient choisies dans la communauté, dans leur communauté. Et le message passe mieux.
Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre matinale Colo Matin sur la radio nationale qui a reçu M. Gilles Tambada Kamano, jeune activiste, conseiller d'administration ONG Fraternité des enfants, Soli Kouyaté, responsable jeunesse de l'ONG Sipetaf, voilà, j'y arrive enfin, et Aïssata Assidibé. Cathy, vas-y. Moi, je voudrais quand même reposer cette question à M. Tamba. Comment la jeunesse peut-elle s'inviter dans la lutte contre les mutilations génitales féminines? Donc il faudrait d'abord ouvrir le dialogue entre les jeunes, mais aussi les former. Parce qu'on ne peut pas les sensibiliser sans être formé. Oui. Il faudrait d'abord avoir des notions sensibles autour de la chose d'abord, avant d'aller sensibiliser. Je ne peux pas être en connaissance d'une chose et aller sensibiliser mes pères. Cela est impossible. Oui. Il faudrait d'abord ouvrir le dialogue, être sensibilisé autour de la chose pour pouvoir mettre fin à cette pratique. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui, donc au compte de cette matinale à Kolo Matin, Kolo Gesege. Merci à nos différents invités. Ils n'ont pas eu la chance de dire leur dernier mot. Peut-être un petit message à passer à l'endroit de la population, de tous ceux qui pratiquent, n'est-ce pas? Voilà. En 30 secondes. Très bien. Moi, je dirais à mes sœurs, mes mères, elles qui sont concernées, de dire non aux mutilations génitales féminines. Aussi, ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas bon pour la santé. C'est la souffrance pour la femme. C'est la souffrance pour la jeune fille. Alors, je dirais aussi aux hommes de ne pas exiger aux femmes de se faire mutiler pour que ce soit une condition de leur mariage. C'est ce message-là que j'avais à passer en 2 mots. Je vous remercie. Moi, mon message de fin, j'invite tous les jeunes, filles et garçons, à s'impliquer dorénavant à l'abandon de cette pratique néfaste qui détruit en quelque sorte la vie de nos consorts et parfois qui peuvent même les entraîner à la mort. Alors moi, à mon niveau, j'aimerais inviter mes confrères, mes consoeurs des autres organes de presse qu'ils se joignent à nous, qu'on vienne ensemble, qu'on conjugue nos efforts pour éliminer les mutilations génitales féminines, notamment l'excision. Voilà, auditeurs, l'excision, c'est vrai, c'est une affaire de femmes, mais aussi nos papas, les pères de famille, ont leur rôle à jouer. Ce sont eux les décideurs dans la famille, hein. Ce sont eux qui décident, tout passe par eux. Et voilà, l'excision, plus jamais, si toutefois nous voulons préserver, n'est-ce pas, la santé et même la fécondité de nos enfants. Et donc, chers parents, aimons et protégeons nos enfants tout en les épargnant de cette pratique non seulement douloureuse et hémorragique qui entraîne, n'est-ce pas, souvent des chocs émotifs chez la jeune fille et cela peut perdurer durant toute sa vie. Ouais. Voilà, merci à mes invités, Aïssata Sidibé, la représentante de l'ONG Campagne Globale Média, et voilà Gilles Tambada Kamano, jeune activiste conseiller d'administration ONG Fraternité des enfants, et M. Soli Kouyaté, responsable jeunesse de l'ONG SPETAF, voilà, cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Merci aux auditeurs qui nous écoutent à l'instant même dans cette matinale Kolo Matin, Kolo Gesege. On se retrouve demain, Inch'Allah, quand il sera 7h à Conakry dans un autre numéro de la matinale Kolo Matin. Téléphone du matin. À côté de la tech d'Abdoulaye 4 camarades. Allez. Prenez soin de vous.